À la moitié de 1941, tandis que la guerre avançait vers l'Est, une phase totalement différente commença. Il ne s'agissait plus d'isoler, de déplacer ou de punir. La machine étatique se mit à exécuter des populations entières de manière systématique. Les ordres venaient d'en haut. Hitler avait exprimé clairement ce qu'il souhaitait, effacer les Juifs d'Europe sans laisser de traces. Les exécutions n'étaient plus des faits isolés. Elles devinrent partie intégrante d'un système impliquant différents niveaux du gouvernement, de l'armée et de la police. Des millions furent assassinés sans procès, sans enregistrement, sans possibilité de fuite. Des trains remplis de personnes partaient chaque jour vers des destinations fermées, tandis que des centres spéciaux étaient adaptés pour faire disparaître les corps sans laisser de preuves. La décision fut appliquée avec précision. Chaque unité connaissait sa fonction. Les justifications n'étaient jamais nécessaires. Il suffisait de savoir qui devait être éliminé. La haine de Hitler ne fut pas une impulsion passagère. Ce fut une politique soutenue. Chaque étape faisait partie d'un plan déjà défini. À quel moment la ligne fut-elle tracée, transformant cette haine en une décision d'extermination? Quand la peur devient doctrine, l'antisémitisme qu'Hitler apprit à Vienne. Lorsqu'il quitta Linz, Adolf Hitler s'installa à Vienne avec l'idée de se consacrer à la peinture. Il avait déjà échoué à 2 reprises pour entrer à l'Académie des Beaux-Arts, ce qui le laissa avec des revenus très limités. Durant cette période, il vécut dans divers refuges publics, entouré de gens sans emploi, malades ou dans des situations extrêmement précaires. Cette étape marqua le début de son isolement, durant lequel il passait son temps à lire des brochures, des journaux et des textes politiques. C'est là qu'il commença à absorber les idées anti-juives qui circulaient librement à Vienne. Dans la capitale de l'Empire austro-hongrois, le rejet des Juifs s'exprimait ouvertement. Il apparaissait dans les discours, les médias et même dans les campagnes électorales. L'un des personnages les plus influents était le maire Karl Lueger, qui utilisait des phrases antisémites pour séduire le public. Lueger ne se contentait pas de tolérer les attaques verbales contre les Juifs, il les utilisait comme un outil pour consolider son pouvoir, se présentant comme le représentant du peuple face à une supposée élite juive contrôlant les banques, les affaires et la presse. Hitler observait comment Lueger obtenait des partisans en désignant les Juifs comme responsables des problèmes sociaux. Cette façon de penser s'infiltra peu à peu dans son esprit, même s'il n'avait pas encore une position claire à ce moment-là. À Linz, il avait partagé des cours avec de jeunes Juifs sans montrer de rejet, mais à Vienne, tout commença à changer. Un autre nom qui influença Hitler sans contact direct fut Georg von Schönerer, un homme politique radical qui prônait la pureté allemande et rejetait tout ce qui n'était pas germanique. Hitler ne le rencontra jamais, mais il lut bon nombre de ses discours et adopta plusieurs de ses idées, surtout celles qui mêlaient nationalisme extrême et haine des Juifs. Schönerer attaquait non seulement les Juifs, mais aussi le catholicisme, les slaves et tout groupe qui ne correspondait pas à sa vision du peuple allemand. Ce mélange de haine et de fierté nationale laissa une empreinte sur Hitler. Pendant ce temps, il tentait de survivre comme il pouvait. Il vendait des cartes postales qu'il avait peintes et acceptait des petits travaux pour pouvoir manger. Il passait beaucoup de temps dans les bibliothèques et les cafés, lisant sans arrêt. Il s'intéressait particulièrement aux écrits sur l'histoire allemande, la pureté raciale, la décadence culturelle et les conspirations mondiales. Bien qu'il fût encore un inconnu, sa vision du monde était en train de se former, nourrie par les idées les plus extrêmes de l'environnement viennois. Dans les refuges où il passait ses nuits, Hitler côtoyait des hommes désespérés, souvent remplis de colère contre le système. Il entendait toutes sortes de théories, accusant les Juifs d'être responsables de l'économie, des médias et de la décadence culturelle. Ces idées n'étaient pas débattues, elles étaient répétées comme des certitudes. Dans ce climat, Hitler commença à voir les Juifs comme un groupe uniforme, responsable de tous les maux. La presse sensationnaliste joua aussi un rôle clé. Des journaux bon marché remplissaient leurs couvertures de messages de haine, d'illustrations exagérées et de textes accusant les Juifs de manipuler la société. Hitler les lisait souvent. Bien qu'il critiquât certains journaux, il prêtait attention aux styles agressifs qu'ils utilisaient pour convaincre. Plus tard, il utiliserait ces méthodes pour sa propre propagande. C'est ainsi qu'il construisit l'image du Juif dangereux.
Ce n'était pas une réaction émotionnelle, mais une idée qui prit forme à partir de frustrations personnelles, de la pauvreté, de textes antisémites et de figures comme Luger et Schönerer. Lorsqu'il partit à Munich, il possédait déjà une vision déformée où les Juifs occupaient la place centrale en tant qu'ennemis de tout ce qu'il considérait comme faux ou corrompu. Dans les rues de Vienne, le rejet des Juifs ne venait pas seulement des politiciens. Les murs étaient couverts d'affiches, de tracts et d'annonces, avec des images offensantes les représentant comme avides ou difformes. Dans les librairies, on vendait des pamphlets et des livres qui maquillaient les attaques en études sérieuses. De nombreux textes, lus par des citoyens ordinaires et par Hitler, affirmaient que les Juifs ne faisaient pas partie du pays, mais représentaient une menace affaiblissant le peuple allemand de l'intérieur. Sans argent pour une éducation formelle, Hitler passait de nombreuses heures dans les bibliothèques publiques. Il y lisait des livres mêlant histoire, nationalisme et racisme avec un ton prétendument scientifique. L'un des auteurs qu'il lisait le plus était Lanz von Liebenfels, qui soutenait que les Juifs étaient une race inférieure et un danger biologique. Ces idées le captivaient parce qu'elles offraient des réponses simples à des problèmes complexes. Tout était la faute des Juifs. À mesure que sa situation économique empirait, Hitler commença à relier ses propres frustrations à ce qu'il lisait. Le rejet de l'académie, le traitement froid qu'il recevait et la sensation d'être exclu correspondaient à la narration qui accusait les Juifs d'empêcher les vrais Allemands d'avancer. Bien qu'il n'existe aucune preuve qu'il ait eu des problèmes directs avec des Juifs à cette époque, certains indices montrent qu'il adopta progressivement l'idée qu'il existait une conspiration silencieuse freinant le progrès de son peuple. L'environnement dans lequel il évoluait renforçait ce changement. Dans les refuges pour sans-abri, les conversations tournaient autour de l'idée que les Juifs étaient responsables du manque de travail, de l'inflation et de la décadence morale. Ces affirmations se répétaient sans remise en question. Dans cet espace, l'antisémitisme n'était pas débattu, il était considéré comme une évidence. La ville elle-même accompagnait ce processus. Vienne comptait des zones où coexistaient différentes cultures et d'autres où les tensions étaient visibles. Les journaux présentaient ces différences comme des conflits inévitables. Hitler n'avait pas besoin de chercher ses idées, elles étaient partout. À chaque coin de rue, il trouvait une conversation, une affiche ou un discours renforçant l'image du juif comme menace. Malgré tout cela, rien n'indique qu'à cette époque, Hitler ait exprimé publiquement des idées extrêmes. Dans ses écrits et les récits de ceux qui l'ont connu, il n'apparaît pas comme quelqu'un de politiquement actif, mais comme un jeune enfermé dans ses pensées, sans direction claire. Ce qui est certain, c'est que durant ces années se forma la base de l'idéologie qu'il allait plus tard adopter et promouvoir avec violence. Quand il écrivit Mein Kampf, Hitler transforma bon nombre des idées recueillies à Vienne en un système. Ce qui, à l'époque, était un rejet diffus nourri par des pamphlets et des discours de rue, devint une idéologie à l'apparence historique et politique. Mais le passage à Vienne fut décisif. C'est là qu'il trouva les éléments qu'il utiliserait ensuite pour justifier la persécution et l'élimination des Juifs. Lorsqu'il partit pour Munich, il n'était plus le jeune homme qui rêvait de peindre. À Vienne, il avait assimilé les idées qui déformèrent sa vision du monde et marqueraient son parcours politique. Mein Kampf, le manuel où il transforma sa haine en programme politique. Dans les pages de Mein Kampf, Adolf Hitler organisa l'antisémitisme diffus qu'il avait absorbé à Vienne en un discours cohérent, rédigé comme un avertissement adressé aux Allemands. Écrit pendant son incarcération, ce n'était pas un livre improvisé, mais une exposition claire de sa manière de voir le monde. Au centre du texte, le judaïsme n'apparaît ni comme une religion ni comme une minorité, mais comme une menace permanente contre la civilisation. Dès le début, il associe le juif au marxisme. Pour lui, le communisme n'était pas seulement une idée politique, mais un outil utilisé par les Juifs pour détruire les nations. Il affirme que la pensée marxiste, avec son message d'égalité et son rejet de la fierté nationale, cherchait à affaiblir l'âme du peuple allemand. Le bolchevisme, dans ce récit, était un déguisement pour dissimuler le contrôle juif et favoriser la chute des États. Mais Hitler ne s'arrêtait pas là. Il soutenait aussi que les Juifs se trouvèrent derrière le système capitaliste mondial. Ainsi, il les présentait comme promoteurs à la fois du communisme et du libéralisme économique, manipulant les deux faces de la politique pour affaiblir l'Allemagne.
Le livre insiste sur le fait que les Juifs contrôlèrent les médias, en particulier les journaux. Selon lui, ils utilisaient la presse pour façonner l'opinion publique, intervenir dans l'éducation et orienter la culture vers leurs intérêts. Dans plusieurs passages, il affirme qu'il n'était pas anodin que les principaux journaux allemands appartiennent à des Juifs. Pour lui, cette influence servait à attaquer les traditions, discréditer l'armée, encourager le pacifisme et diffuser des idées internationalistes. Il accuse aussi les Juifs d'avoir corrompu l'art, la musique et le design. Il les rend responsables de la destruction volontaire de l'esthétique allemande dans le but d'éliminer la valeur culturelle du pays. Il soutient que les expositions modernes, les œuvres provocantes et la musique sans structure faisaient partie d'un plan visant à briser l'esprit national. À ses yeux, cet art déformé n'était pas accidentel, mais le fruit d'une action organisée d'origine juive. Un autre point clé du texte est son affirmation selon laquelle les Juifs n'étaient pas des créateurs. Selon lui, ils étaient des imitateurs vivants de l'effort des autres. Il disait qu'ils entraient dans des peuples laborieux pour les affaiblir de l'intérieur. Cette idée, présentée comme un fait historique, servit ensuite de base pour justifier des mesures d'exclusion. En les montrant comme des étrangers exploitant les autres, il éliminait toute possibilité d'intégration. L'une des phrases les plus connues du livre illustre clairement son intention. Si le Juif parvient à dominer les peuples de la terre, sa récompense sera la destruction totale de l'humanité. Par cette ligne, Hitler affirme que l'existence des Juifs était incompatible avec la survie des peuples qu'il considérait comme purs. Cette idée ne laissait place ni à des accords, ni au métissage. Elle ne concevait que le conflit direct. Après avoir défini sa vision du combat idéologique, Hitler utilise le livre pour affirmer que le Juif devait être éliminé, non simplement limité. Tout au long du texte, il répète que protéger l'Allemagne n'était possible qu'en éradiquant cette menace à la racine. Il affirme que toute tentative de coexistence était vouée à l'échec, et que l'histoire montrait ce qui se passait lorsqu'on ne faisait pas face aux problèmes avec fermeté. Il reliait la progression du judaïsme à la ruine de grands empires. Il affirmait que Rome était tombée pour avoir permis la perte de son identité et que l'empire austro-hongrois avait sombré pour ne pas avoir préservé son essence. À ses yeux, les Juifs savaient se camoufler, s'adapter aux cultures dominantes et les affaiblir de l'intérieur. Cette supposée capacité représentait, selon lui, leur arme la plus dangereuse. Le livre insiste sur le fait que le judaïsme n'était pas une religion, mais un groupe aux objectifs cachés. Hitler rejetait la possibilité qu'une personne soit considérée comme allemande si elle était d'origine juive, même née dans le pays ou convertie au christianisme. Dans sa logique, le sang définissait tout, et tout métissage était vu comme un dommage irréversible au corps du peuple. Ainsi, il excluait des millions de personnes, sans possibilité d'appartenance. Il affirmait aussi que les Juifs utilisaient les démocraties comme refuge. Selon lui, les valeurs de liberté, d'égalité et de droit ne servaient qu'à permettre aux Juifs de se protéger légalement au sein des sociétés qu'ils voulaient contrôler. Cela lui servait à rejeter tout le système parlementaire, qu'il accusait d'être manipulé par des intérêts étrangers à la majorité. De cette manière, il justifiait la nécessité d'un modèle autoritaire et nationaliste. Dans sa théorie, le judaïsme était une force nuisible à tous les domaines. De l'économie à l'enseignement, des médias aux universités, tout était mis en doute. Hitler ne cherchait pas de preuves, il répétait des affirmations, convaincu que les dires souvent suffisaient. Ainsi, la propagande devenait une pièce essentielle de son projet, visant à imposer une pensée unique. À un autre moment du livre, il affirme que si le Juif n'était pas arrêté, il finirait par détruire l'Allemagne. Dans cette manière de penser, il n'y avait pas de place pour l'indifférence. Celui qui ne s'opposait pas aidait. Cette logique divisait la population entre patriotes et traîtres, entre éveillés et alliés de l'ennemi. Selon ce schéma, éliminer n'était pas un crime, mais une nécessité. Il ajoute aussi que le destin du pays dépendrait de la capacité du peuple à détecter et arrêter cette menace. Il présentait cette tâche comme un devoir national où le sacrifice faisait partie du chemin. À plusieurs reprises, Hitler parle de sang, de terre et de destin, combinant ces éléments pour construire un récit où la lutte politique devient un combat pour la survie. À aucun moment du livre ne sont mentionnées des chambres à gaz, ni des exterminations massives, mais le chemin était déjà tracé. La déshumanisation du Juif, sa présentation comme un danger permanent, le rejet total de son intégration et l'idée que sa simple existence était incompatible avec la vie allemande, formaient une base permettant toute décision future.
Mein Kampf ne se contente pas de transmettre de la haine. Il offre une structure pour transformer cette haine en politique officielle. C'est un texte mêlant ressentiment, idées déformées et propagande, écrit dans le but d'influencer, non de débattre. Avec ce livre, Hitler cessa d'être un marginal aux théories radicales pour devenir un dirigeant avec un but précis, effacer les Juifs d'Europe comme partie intégrante du plan de l'État. Comment le nazisme a transformé la culture en arme contre les Juifs? Dans les années précédant l'arrivée au pouvoir du gouvernement nazi, une image de propagande s'est progressivement imposée, désignant les Juifs comme responsables d'une prétendue décadence morale affectant l'Allemagne. Dans ce récit, la démocratie parlementaire, l'essor de l'art moderne et les changements sociaux étaient perçus comme les signes d'un désordre planifié. Pour les porte-paroles du parti, les Juifs n'étaient pas simplement une minorité, mais les instigateurs d'une transformation altérant les coutumes, les valeurs traditionnelles et l'identité du pays. L'un des axes de cette narration était l'accusation selon laquelle les Juifs promouvaient des comportements sexuels déviants, l'excès et la ruine morale. Dans les discours et les écrits, les dirigeants du parti affirmaient qu'à l'origine de la prostitution, du cinéma provocateur et de la littérature qualifiée d'indécente se trouvaient des intérêts juifs. Cette image fut utilisée pour expliquer le malaise ressenti pendant la République de Weimar, une période marquée par une liberté que beaucoup de citoyens considéraient comme dangereuse. Dans cette même logique, l'art moderne fut également attaqué. On disait que l'expressionnisme, le théâtre expérimental et d'autres courants étaient le fruit d'une intervention juive visant à détruire l'âme allemande. Plus tard, dans les expositions organisées par le régime, ces œuvres étaient présentées comme de l'art dégénéré, non seulement à cause de leur style, mais aussi en raison de l'origine raciale supposée de leurs auteurs. L'image du juif comme source de désordre fut aussi transposée à la sphère familiale. Des penseurs juifs étaient accusés d'encourager la libération sexuelle, le féminisme et la dissolution des rôles traditionnels. Selon cette version, l'objectif était d'affaiblir le foyer allemand, considéré par le parti comme le pilier de la nation. Dans cette logique, toute modification du modèle familial était présentée comme une manœuvre délibérée destinée à briser l'unité du pays. Dans ce même discours, les médias étaient perçus comme un outil clé d'influence. On affirmait que les principaux journaux et magazines étaient contrôlés par des juifs et qu'à travers eux se diffusaient des idées qui désorientaient la population, érodaient les valeurs et banalisaient des comportements autrefois rejetés. Pour le parti, cela n'avait rien à voir avec le pluralisme. Il s'agissait d'une campagne orchestrée par les juifs pour démonter de l'intérieur l'essence nationale. Le cinéma fut particulièrement ciblé. On disait que les films étrangers, en particulier ceux venus des États-Unis, montraient des scènes provocantes et des relations entre races dans le but de préparer le public à accepter la décadence. Selon ce récit, derrière ces productions se trouvait toujours l'intérêt de producteurs juifs utilisant le cinéma pour influencer la jeunesse. Cette perception prépara le terrain pour les futures mesures de censure. L'une des accusations les plus répétées était la prétendue relation entre judaïsme et homosexualité. On affirmait que les Juifs diffusaient l'homosexualité comme un moyen de freiner la croissance de la population aryenne. Cette affirmation, sans fondement réel, était répétée dans des discours, des brochures et des publications officielles. Ainsi se formait une image du Juif non seulement comme un rival politique ou économique, mais aussi comme un danger biologique menaçant la continuité du peuple allemand. Pendant cette période, les chefs nazis, en particulier des figures comme Joseph Goebbels, diffusèrent ces idées avec insistance. Goebbels, dans son rôle à la tête de la propagande, se concentra sur la diffusion de récits liant la décadence artistique aux intérêts juifs. Ces affirmations n'étaient pas des cas isolés. Elles faisaient partie d'une stratégie de communication visant à unifier le rejet des juifs sur tous les fronts possibles, culture, économie, politique et morale. Pour cela, le régime avait besoin de construire une image du juif, rassemblant tous les éléments négatifs, de l'inflation à la prostitution, des journaux aux œuvres d'art. Ce mélange servait à justifier les mesures qui seraient ensuite appliquées dans le cadre d'une épuration intégrale. Le parti nazi construisit une figure dans laquelle le juif apparaissait comme responsable d'une prétendue crise morale généralisée. Cette figure ne reposait pas sur des faits, mais sur la répétition constante de messages qui étaient peu à peu acceptés comme vérité par de plus larges secteurs de la société.
L'antisémitisme culturel ne se fondait pas sur des preuves, mais sur des sensations partagées, des interprétations éparses et des idées circulant comme des certitudes. L'un des moyens les plus utilisés pour renforcer cette idée fut la création d'un vocabulaire spécifique. Des mots comme dégénéré, impur, décadent ou corrupteur étaient répétés pour désigner toute expression artistique, sociale ou sexuelle associée à des figures juives. Cette répétition finissait par associer le concept de juif à tout ce qui était perçu comme une menace pour l'ordre. Ce discours ne resta pas symbolique. Les nazis utilisèrent ces arguments pour exclure les personnes juives des milieux artistiques, académiques et professionnels. On les écartait des institutions culturelles sous prétexte de protéger le peuple contre des idées venues de l'extérieur. Le système de croyance défendu par le parti se présentait comme victime d'une attaque silencieuse menée de l'intérieur, orchestrée par des éléments étrangers à la nation. À mesure que le régime se renforçait, l'accusation devenait plus élaborée. On commença à parler d'une révolution culturelle, planifiée depuis l'intérieur par des médias, des maisons d'édition et des organisations dirigées par des juifs. Selon cette version, l'éducation, la pensée critique et la diversité des opinions n'étaient que des outils dans un plan visant à diviser la société. Toute forme de pluralisme était dénoncée comme une tentative d'infiltration. Dans ce contexte, la censure ne se présentait plus comme un excès, mais comme un acte de légitime défense. La fermeture de publications, la surveillance des artistes et des auteurs et l'autodafé de livres étaient justifiées comme des étapes nécessaires pour protéger l'identité du peuple. Cette logique transforma la répression en acte vertueux, présentant l'État comme le protecteur de la morale face à un ennemi invisible opérant légalement de l'intérieur. Le rôle de la radio et des contes pour enfants fut essentiel pour ancrer cette image. Dès les premières années, le régime promut du matériel représentant le juif comme une figure sombre, sale ou moqueuse. Il ne s'agissait pas seulement du public adulte, les enfants grandissaient en voyant des images où le juif était associé à ce qui était laid, étrange ou nuisible. Cette préparation culturelle facilita par la suite l'acceptation de politiques beaucoup plus agressives, sans grande résistance. Tout cela conduisit à ce que le juif cesse d'être perçu comme une personne réelle. Il devint une figure vide, remplie d'étiquettes négatives, concentrant tous les aspects considérés comme dangereux. Il était à la fois le riche et le communiste, le banquier et le paresseux, le producteur de pornographie et le critique culturel. Cette contradiction permanente ne fragilisait pas la propagande, elle la rendait plus efficace, car elle permettait de canaliser toute frustration vers une cible commune. Pour le régime nazi, cette construction n'était pas seulement un outil idéologique, elle était aussi fonctionnelle. En fournissant une explication simple et directe à la prétendue crise morale et culturelle, elle dirigeait la frustration collective vers un ennemi commun. Ainsi se formait une identité fondée sur l'exclusion. L'ennemi ne venait pas de l'extérieur, il était à l'intérieur, dans les journaux, les théâtres, les universités, dans les idées nouvelles. Le combat contre lui était présenté comme la seule voie possible pour sauver le pays. L'ennemi financier parfait. L'une des bases fondamentales du message nazi fut l'idée que les Juifs contrôlèrent la finance mondiale depuis des lieux cachés. Cette affirmation ne provenait pas d'études sérieuses, mais de discours et de documents de propagande les associant aux banques, aux prêts, aux bourses et à la spéculation. On répétait que les décisions économiques ne venaient ni du marché ni des gouvernements, mais d'un plan organisé par des intérêts juifs. Pendant l'effondrement financier de la République de Weimar, marqué par une inflation extrême et des milliers de chômeurs, une grande partie de la population exigeait des explications urgentes. Le parti nazi proposa une version directe. Les Juifs avaient causé le désastre. Selon eux, ils avaient manipulé la valeur de l'argent pour engranger des bénéfices pendant que la majorité s'appauvrissait. Cette idée apparaissait dans les discours, les affiches et les articles des médias proches du régime. Ce type d'antisémitisme s'appuyait également sur une méfiance envers certaines professions. On répétait que les Juifs dominèrent des secteurs comme la médecine, le droit, les banques et la presse. Bien qu'ils fussent peu nombreux, selon les nazis, ils avaient repris le contrôle de domaines clés. Aucun effort ni réussite n'était reconnu. Tout était présenté comme le résultat de manœuvres secrètes. Dans les textes du parti, on enseignait que les Juifs ne produisaient rien, ils se nourrissaient du travail des autres. Ils étaient décrits comme des figures vivant du crédit, de l'intérêt et du commerce, sans contribuer à la société. Cette image les dépeignait comme un fardeau pour le pays,
un fardeau qu'il fallait éliminer. L'inflation incontrôlée des années 20 fut utilisée comme preuve. On disait que, tandis que les familles allemandes perdaient tout, les Juifs achetaient des propriétés pour presque rien. Dans la propagande visuelle, on montrait des foyers ruinés à côté de caricatures de commerçants juifs en train de fêter. Le message était simple. L'un souffrait, l'autre en profitait. Un autre point du récit était que les Juifs n'avaient pas de patrie. Selon le parti, ils faisaient circuler l'argent sans se soucier des frontières, provoquant des crises pour ensuite en tirer profit. C'est ainsi qu'émergea l'idée du « juif international », une figure supposée avoir un accès total aux banques, au gouvernement et aux décisions de guerre. Les accords signés après la Première Guerre mondiale, comme le traité de Versailles, étaient également interprétés à travers cette logique. On affirmait que tant les vainqueurs que les vaincus suivaient les ordres de puissances financières juives. Il était même soutenu que l'or mondial était sous leur contrôle et que les banques exécutaient leurs décisions. Ce récit servit d'excuse pour fermer des commerces, confisquer des biens et appliquer des spoliations légales. Il ne s'agissait pas seulement de discours. Ces actions étaient accompagnées de lois écrites destinées à légitimer le pillage. Le langage utilisé par les porte-paroles du parti était élémentaire. Aucun détail économique ni données réelles n'était fourni. On parlait de trahison, de cupidité et de domination. Cette manière de présenter les choses permettait à n'importe qui de répéter le récit sans avoir besoin de le comprendre. Le coupable avait un visage et un nom, et tout mal économique était associé à son existence. Lorsque Hitler prit le pouvoir, le mythe devint loi. Les premières mesures contre les Juifs ne furent pas présentées comme des ajustements techniques, mais comme une justice historique. On disait que le peuple récupérait ce qu'il avait perdu. C'est ainsi que commença le processus visant à les exclure de toute activité économique comme prélude à quelque chose de plus vaste. L'exclusion débuta par des règles les écartant des emplois publics et des contrats officiels. Elle s'étendit ensuite au secteur privé. Le parti encouragea les boycotts des magasins et des entreprises juives. Il appelait la population à cesser d'acheter chez eux ou de recourir à leurs services. Ces actions étaient présentées comme une défense nationale face à une menace constante. L'un des moments clés fut l'arianisation. Ce processus consistait à transférer les entreprises juives à des mains allemandes par le biais de ventes forcées ou de mesures légales. Les commerces étaient évalués en dessous de leur valeur réelle et cédés à des entrepreneurs liés au régime. Tout cela était justifié par de nouvelles lois qui faisaient passer la spoliation pour une mesure de protection. Pour la propagande, il s'agissait de rendre au peuple ce qui lui appartenait. Pendant ce temps, les messages alimentant l'image du juif spéculateur continuèrent de circuler. On publiait des listes de commerces encore détenus par des juifs, accompagnés d'avertissements aux consommateurs. On fabriquait des accusations de fraude, de tromperie ou de conduite immorale, sans preuve. L'opinion publique était quotidiennement nourrie de ces récits afin de renforcer le rejet. Les médias proches du régime répétaient qu'en éliminant le juif du commerce, tout s'améliorerait. On affirmait qu'en supprimant l'intermédiaire, les prix baisseraient, le travail serait plus équitable et les opportunités reviendraient au peuple allemand. Cet argument transforma l'expulsion systématique en promesse de bien-être. La campagne franchit aussi les frontières. Avec l'annexion de l'Autriche et d'autres territoires, les mêmes mesures furent appliquées. Les entreprises étaient saisies, les transferts imposés et les actifs remis à des proches du parti. Tout cela était présenté comme un nettoyage, non comme un vol. Cette étape, en plus de marginaliser, servit de fondement à ce qui allait suivre. En les privant de ressources, de réseaux et de moyens légaux de travail, on facilitait la phase suivante. La misère ne fut pas une conséquence, mais une stratégie. En leur retirant tout, on préparait leur élimination totale. Dans les documents internes, on ne parlait déjà plus des Juifs comme de personnes, mais comme d'un problème structurel. Les exclure de l'économie était vu comme une condition nécessaire au redressement du pays. La propagande avait atteint son but, transformer une minorité en symbole du désastre. Et l'étape suivante, la plus extrême, était déjà prête. Il ne restait plus qu'à l'exécuter. Les inclure n'a jamais été une option. Dans la logique du gouvernement nazi, il n'y avait aucune place pour l'inclusion ni pour la coexistence avec les personnes juives.
Dès les débuts du mouvement, il était affirmé qu'aucun juif ne pouvait faire partie du corps national allemand, quelle que soit sa conduite, sa foi ou le nombre d'années passées dans le pays. L'appartenance ne dépendait ni des papiers, ni de la langue, ni des valeurs partagées, mais uniquement de critères raciaux. Au cours du XIXe siècle et des premières décennies du XXe, certains courants avaient tenté d'intégrer les Juifs par l'éducation et la participation civique. Pour les chefs du régime, ce processus ne représentait pas un progrès, mais une menace plus grande. Ils pensaient que le Juif assimilé était encore plus dangereux, car il pouvait agir de l'intérieur sans éveiller de soupçons. C'est pourquoi ils rejetèrent totalement toutes les propositions visant à les inclure à égalité. La pensée nazie n'acceptait aucune forme de coexistence, car elle reposait sur une vision raciale du monde. Selon cette perspective, les conflits sociaux ne découlèrent pas d'idées ni de classes, mais de groupes raciaux différents en concurrence pour le même territoire. Par conséquent, la seule solution envisagée était la séparation totale. L'un des messages les plus répétés était que le juif intégré agissait comme un infiltré. On affirmait qu'il tirait parti de son apparence de citoyen ordinaire pour gravir les échelons du système, influencer la culture, la politique et les affaires, et agir de l'intérieur. Cette image de l'ennemi dissimulé suscitait une forme particulière de peur. Ce n'était pas un étranger visible, mais quelqu'un qui pouvait se trouver n'importe où. Sur le plan législatif, cette vision se traduisit par des lois visant à établir des frontières définitives. Les lois de Nuremberg, signées en 1935, déterminaient avec précision qui était considéré comme juif en fonction de son origine familiale. Elles interdisèrent les mariages entre Allemands et Juifs, excluaient ces derniers de la fonction publique et leur retiraient la citoyenneté. Le message était clair. Aucun degré d'assimilation ne pouvait effacer leur exclusion. Ce corpus de lois fut accompagné d'une campagne de propagande constante. Les médias liés au régime insistaient sur le fait que tout lien avec des personnes juives était nuisible. On montrait des exemples de familles détruites pour avoir entretenu des relations avec des voisins ou des collègues juifs. Des films, des livres et du matériel scolaire renforçaient l'idée que le contact entraînait une perte de valeur et un affaiblissement de l'identité. Dans ce contexte, même les Juifs ayant un passé patriotique furent marginalisés. Peu importait qu'ils aient combattu pour l'Allemagne ou qu'ils soient reconnus dans le monde culturel. Pour le régime, ces antécédents n'avaient aucune valeur. On répétait qu'aucun mérite ne compensait le danger qu'ils représentaient. Le programme nazi visait également à couper tout lien social pouvant engendrer une proximité. Les amitiés et les relations professionnelles étaient vues comme des obstacles à l'application de mesures plus strictes. C'est pourquoi la dénonciation était encouragée, les liens sanctionnés et la méfiance promue. L'objectif était d'isoler totalement la communauté juive, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Le rejet de l'inclusion n'était pas un simple détail, mais un élément central dans le schéma idéologique du parti. Il permettait de diviser durablement entre nous et eux, même en l'absence de différences visibles. Cette division renforçait la cohésion interne du groupe dominant et ouvrait la voie à des politiques de persécution. Le régime ne se contentait pas de bloquer l'intégration, il affirmait aussi que les politiques précédentes d'inclusion faisaient partie du problème. Selon cette vision, autoriser la participation juive avait affaibli le pays de l'intérieur. Pour les dirigeants nazis, le danger ne résidait pas dans ce qui était visible, mais dans ce qui était caché, dans la capacité des Juifs à s'adapter et à utiliser cette position pour exercer une influence. Cette approche transforma le Juif intégré en cible principale du discours. On ne parlait plus seulement du commerçant identifiable ou du nouvel arrivant. Le véritable ennemi, selon cette logique, était celui qui parlait allemand sans accent, s'habillait comme tout le monde et s'était fait une place dans la société. Cette présence silencieuse était présentée comme la preuve que le risque était plus profond qu'il n'y paraissait. Pour renforcer ce récit, des campagnes publiques furent organisées autour d'histoires de trahison et de tromperie prétendument commises par des Juifs intégrés. Dans les publications officielles, on racontait des cas de mariages mixtes ou d'amitiés anciennes, qui, selon la version diffusée, se terminaient par de la manipulation ou un préjudice. L'usage constant de la peur visait non seulement à justifier la marginalisation, mais aussi à susciter le rejet même chez ceux qui n'avaient auparavant montré aucun signe d'hostilité. La politique s'étendit également aux personnes ayant une ascendance partielle.
Des individus ayant un seul grand-parent juif étaient surveillés et, dans de nombreux cas, exclus des espaces officiels. Cette position montrait que le système ne tolérait aucune exception. Il était conçu pour effacer toute présence juive, même minime. Les effets de ces mesures se firent sentir dans tous les domaines. Jeunes expulsés des écoles, professeurs démis de leurs fonctions, médecins privés de leur droit d'exercer, avocats radiés, musiciens interdits. Chaque cas était présenté comme faisant partie d'un renouveau national, comme si l'exclusion d'une minorité représentait une purification morale. La société s'adapta peu à peu à ce modèle de séparation systématique. Le refus total de l'intégration ne se limitait pas à l'idéologie. Il se traduisait en règles concrètes: espaces publics séparés, documents d'identité marqués par l'origine familiale, annonces d'emploi précisant « juifs non acceptés ». Ce type de réglementation évoquait un système colonial, dans lequel des citoyens aux droits limités étaient créés. Mais ici, même cette subordination n'était pas envisagée. Le but n'était pas de les soumettre, mais de les éliminer entièrement. Avec le temps, cette politique devint encore plus stricte. Il ne s'agissait plus seulement d'interdire leur participation, mais d'effacer leur existence. Dans de nombreux quartiers, les synagogues furent fermées, les écoles communautaires supprimées et les organisations juives dissoutes. L'isolement devint la norme et l'invisibilité fut présentée comme une étape préalable avant la mise en œuvre de décisions plus radicales. Dans les rapports internes, on parlait de purification raciale, comme d'un objectif réalisable uniquement si toute forme de coexistence était empêchée. Ce langage n'était pas symbolique. Il faisait partie d'un plan minutieusement élaboré qui commençait par la rupture des liens sociaux, se poursuivait par l'exclusion professionnelle et aboutissait aux déportations et aux exécutions. Le rejet de l'inclusion n'était pas un recours ponctuel. Il s'inscrivait dans le schéma général d'élimination. Pour le régime, permettre aux Juifs de rester dans le pays, même de manière limitée, allait à l'encontre de toute sa vision. Chaque espace partagé était considéré comme un danger. C'est pourquoi aucune demi-mesure n'était tolérée. La seule réponse était couper tous les liens, fermer chaque voie et rayer tout un groupe de la carte nationale. Ainsi, le passage à l'élimination ne fut plus perçu comme une rupture, mais comme une suite logique. Territoire de rejet, les premiers essais de vidage juif en Europe. Avant la mise en œuvre des assassinats de masse, l'appareil nazi passa par une phase de proposition visant à expulser la population juive du continent. Ces initiatives ne naquirent pas d'intentions humanitaires, mais comme tentative de libérer les territoires que le régime souhaitait réserver exclusivement aux Allemands. Selon cette vision, l'expulsion physique était perçue comme la première manière d'aborder ce qu'ils appelaient le problème juif. L'un des projets les plus avancés fut la proposition d'envoyer les Juifs à Madagascar. Cette option fut envisagée après la défaite de la France en l'an 1940, car l'île faisait partie de son empire colonial. Pour les responsables nazis, il s'agissait d'un lieu lointain, isolé, au climat hostile et sans possibilité de retour. Le plan prévoyait le transfert maritime de millions de personnes, sous un contrôle strict. Les conditions prévues étaient délibérément sévères. Il ne s'agissait pas d'une réinstallation ni d'un peuplement, mais de créer une forme déguisée de punition collective. Dans des documents officiels, on admettait qu'une grande partie des déportés mourraient pendant le trajet ou peu de temps après, à cause de maladies, de carences alimentaires et de l'absence d'assistance. Ces morts étaient considérées comme attendues. La conception du plan comprenait des calculs précis, nombre de navires, quantité de personnes à déplacer chaque année et structures nécessaires dans la destination prévue. Il était stipulé que les déportés n'auraient aucun contact avec le monde extérieur et resteraient complètement isolés. L'intention n'était pas de leur permettre de s'installer ni de constituer une communauté fonctionnelle. Tout était pensé pour les maintenir sous contrôle dans des conditions extrêmes. Malgré le niveau de détail, le projet ne fut jamais exécuté. Les difficultés logistiques étaient nombreuses et la présence britannique sur les routes maritimes de l'océan Indien rendait l'opération irréalisable. Au fil des mois, le plan perdit de sa pertinence. Vers la fin de l'an 1940, les responsables commencèrent à admettre que cette option n'était plus envisageable. Parallèlement, d'autres idées furent envisagées. Parmi elles, celle de regrouper les Juifs dans des zones de l'Est, notamment en Pologne et plus tard, dans des régions conquises à l'Union soviétique. Ces lieux étaient projetés comme des espaces de confinement surveillés par du personnel armé. L'espoir était que, sans intervention directe, la population soit réduite par les conditions elles-mêmes.
Dans les documents officiels, le mot « élimination » n'était pas utilisé, mais on y détaillait des mesures impliquant la mort. Rationnement extrême, journée de travail épuisante, maladies sans traitement et température glaciale. La bureaucratie dissimulait l'impact réel derrière un langage technique. Un autre objectif déclaré était de faire disparaître totalement les Juifs de l'espace européen. Il ne s'agissait pas seulement de les éloigner de l'Allemagne, mais de les effacer de toute présence territoriale. Lors de réunions internes, on parlait de libérer l'Europe et de laisser le continent propre. Cette expression faisait des Juifs un obstacle physique qu'il fallait éliminer. Les discussions sur ces déplacements étaient marquées par un conflit entre le souhait et la faisabilité. Beaucoup au sein du régime voulaient une Europe sans Juifs, mais ne parvenaient pas à trouver une solution pratique sans recourir à la violence directe. Cette frustration fut l'un des éléments qui motivèrent le passage à des options plus extrêmes. La transition vers des méthodes plus violentes ne se fit pas du jour au lendemain. Jusqu'à la moitié de l'an 1941, certains hauts responsables proposaient encore la création d'une réserve pour les Juifs à l'Est. Il s'agissait d'un espace fermé où seraient placés les déportés venus d'Allemagne et des zones sous occupation militaire. Les rapports concernant ce territoire expliquaient qu'il n'y aurait pas suffisamment de ressources ni de structures pour accueillir autant de personnes. La malnutrition, les épidémies et le climat devaient être les outils permettant de réduire la population avec le temps. Bien qu'il ne fût pas question d'assassinats organisés, les documents considéraient que le résultat serait fatal. L'un des lieux les plus fréquemment évoqués fut la région de Lublin, dans le territoire polonais sous contrôle allemand. On y prévoyait d'installer des milliers de personnes venues d'Allemagne, d'Autriche et de Tchécoslovaquie. Dans cette zone existaient déjà des centres de détention improvisés sous le contrôle des SS. Le plan envisageait d'agrandir ces installations, d'ériger des clôtures et d'établir des zones de travail surveillées. On envisageait aussi d'utiliser des régions de l'intérieur soviétique pour élargir la politique de déplacement. Des zones reculées comme la Sibérie et d'autres régions orientales étaient mentionnées. Leur climat et leur éloignement les rendaient, selon les planificateurs, adéquates pour effacer la présence juive sans avoir recours à des fusillades à ciel ouvert. Ces propositions étaient examinées lors de réunions opérationnelles où l'on discutait de sujets comme les routes ferroviaires, le nombre de personnes par semaine et les mesures visant à éviter tout contact avec les populations locales. Chaque détail était traité comme un problème logistique. Les limitations augmentèrent lorsque les lignes de transport furent saturées et que l'armée eut besoin de tous les moyens disponibles pour la campagne à l'Est. L'offensive militaire contre l'Union soviétique, lancée en juin de l'an 1941, changea radicalement les priorités. Les trains étaient requis pour déplacer des troupes et des fournitures, ce qui rendit les déportations massives impossibles. Malgré cela, les premières expérimentations de déportation commencèrent. De petits groupes furent envoyés vers l'Est dans des conditions inhumaines, et beaucoup moururent avant d'arriver. Les rapports de terrain enregistraient ces décès comme des conséquences inévitables. Les responsables ne formulaient aucun commentaire. Ces expériences révélèrent les limites réelles des solutions territoriales, bien qu'elles n'indiquaient pas encore quelle serait l'étape suivante. L'effondrement logistique, l'absence d'infrastructures adéquates et l'impossibilité d'appliquer un isolement à grande échelle marquèrent la fin de ces tentatives. Ce qui allait suivre relèverait d'une autre stratégie, bien plus directe et reposant sur des méthodes différentes. Départ coordonné, quand le régime mit en marche l'extermination. Au cours des premières années sous le régime nazi, les mesures appliquées contre les Juifs consistaient à les exclure de la vie publique et du monde du travail, avec des règles de plus en plus strictes. Mais à mesure que le conflit militaire progressait, cette pression commença à sembler insuffisante pour les hauts responsables. Parmi les détenteurs du pouvoir grandissait l'idée qu'il fallait franchir une nouvelle étape, cesser d'isoler les Juifs et passer à leur élimination définitive. Ce changement s'accéléra après le début de l'offensive militaire contre l'Union soviétique à l'été de l'an 1941. Cette opération n'était pas perçue comme une simple campagne de guerre, mais comme une entreprise politique totale. Pour les dirigeants nazis, communisme et judaïsme représentaient un seul et même ennemi. Dans ce contexte, des commandos furent chargés d'exécuter les Juifs dans les territoires occupés. Ce fut la première fois qu'une opération continue d'élimination directe fut mise en œuvre. Les rapports envoyés depuis l'Est détaillaient des massacres dans les villages, sur les routes rurales et dans les campagnes.
Les brigades appelées Einsatzgruppen opéraient avec l'aide de soldats réguliers et de civils locaux. Bien qu'il n'y eût pas de document signé ordonnant explicitement l'élimination de toute la population juive, les actions montraient que cette voie avait été choisie. Les fusillades en série devinrent une pratique quotidienne. Au sein des bureaux du régime, des réunions plus fréquentes eurent lieu entre les chefs des différents départements. Les responsables des chemins de fer, de la sécurité, des registres civils et de l'administration publique collaboraient étroitement. Lors de ces réunions, on parlait de chiffres, de transferts et de méthodes plus efficaces. Les mots étaient soigneusement choisis. Au lieu de tuer, on parlait de mesures nécessaires ou de procédures spéciales. Reinhard Heydrich fut chargé de coordonner ces opérations. Son rôle consistait à aligner tous les secteurs de l'État autour d'un même objectif. Bien que la conférence de Wannsee ait eu lieu plus tard, nombre des décisions étaient déjà en cours d'exécution. Il ne s'agissait pas d'une politique définie par un ordre unique, mais du résultat de nombreuses étapes interconnectées. L'urgence de trouver des méthodes plus rapides et plus discrètes ne cessait de croître. Les exécutions par balles étaient jugées trop lentes, elles affectaient psychologiquement ceux qui les exécutaient et laissèrent des traces. C'est pourquoi on commença à envisager d'autres moyens permettant un rythme plus soutenu avec moins de visibilité. Parallèlement, on planifia la construction d'installations ayant un objectif unique, éliminer des êtres humains. Il ne s'agissait plus de simples camps de prisonniers. On concevait des lieux pensés dès le départ pour tuer et faire disparaître sans laisser de preuves. Tout était organisé comme une opération technique. Horaires, trajets, ressources et matériaux étaient définis comme éléments d'un réseau logistique. À ce stade, l'appareil d'État fonctionnait comme un mécanisme parfaitement assemblé. Les SS, les bureaux officiels, les gouvernements régionaux et les compagnies de transport agissaient comme les pièces d'une même structure. Chaque secteur avait des fonctions bien définies, depuis l'arrestation jusqu'à l'exécution finale. Cette coopération se faisait sans nécessité d'ordres explicites. Pendant ce temps, la propagande poursuivait son rôle central. L'idée de l'ennemi infiltré, des menaces cachées et des risques internes était constamment répétée. L'objectif était que la population accepte les transferts et les disparitions sans poser de questions. Les messages publics insistaient sur l'urgence d'agir fermement pour protéger la sécurité collective. À la fin de l'an 1941, le plan était déjà en place. Les massacres à l'Est se poursuivaient, tandis que les premiers sites conçus exclusivement pour tuer étaient en cours de préparation. L'intention d'effacer physiquement les Juifs n'était plus un simple slogan politique. Elle s'était transformée en un système réel en cours d'expansion. L'opération nécessitait une structure stable et l'implication de multiples secteurs. Des procédures internes furent établies, les tâches réparties et des règles fixées. Bien qu'il n'existât pas encore d'ordre écrit unifié, tous les acteurs impliqués connaissaient l'objectif final. Il ne s'agissait plus de les éloigner ou de les enfermer. Le but était de les faire disparaître complètement. En janvier de l'an 1942 se tint la conférence de Wannsee. Lors de cette réunion, les figures clés du régime discutèrent des démarches administratives pour mettre en œuvre ce qu'ils appelaient la solution finale. Bien que la machine fût déjà en marche, cette réunion servit à organiser les fonctions de chaque secteur. Chaque délégué reçut des missions claires. Aucun désaccord ne fut exprimé. Tout fut présenté en termes techniques. À partir de ce moment, l'extermination devint le cœur des décisions du régime. L'anéantissement de groupes entiers devint une routine, exécutée avec un contrôle total et sans interruption. La voie était tracée. Effacer tous les Juifs de la carte européenne, sans laisser de traces, sans exception, sans témoin. La machine de mort, le fonctionnement des centres d'exécution massive. Les complexes d'extermination du régime nazi ne fonctionnèrent pas comme de simples lieux de mise à mort. Ils étaient structurés pour mettre en pratique, étape par étape, la vision raciale promue par le pouvoir. Depuis l'arrivée des trains jusqu'à l'élimination complète des corps, tout suivait une logique qui transformait la doctrine en procédure. L'idée de l'ennemi biologique se concrétisait en une chaîne organisée, éliminant toute possibilité d'évasion ou de traitement humain. À la descente des wagons, les nouveaux arrivants ne recevaient aucune explication claire. Beaucoup croyaient qu'il ne s'agissait que d'une étape vers un lieu de travail. Cette confusion était essentielle. Elle permettait de maintenir le contrôle et d'éviter les troubles.
Sur les quais, des officiers assignaient rapidement ceux qui seraient utilisés pour des tâches forcées, tandis que les autres étaient dirigés sans avertissement vers les zones de mise à mort immédiate. Cette sélection ne durait que quelques minutes. Il n'y avait ni dialogue, ni justification. Femmes avec enfants, personnes âgées, malades ou toute personne ne paraissant pas utile étaient envoyées directement vers la mort. Le critère n'était pas ce que quelqu'un avait fait, mais ce qu'il pouvait produire. Celui qui ne servait pas à travailler était éliminé sans formalité. Ceux assignés à des tâches étaient enfermés dans des baraques surpeuplées, avec peu de nourriture et sous surveillance constante. Les mauvais traitements quotidiens et les conditions physiques les épuisaient en quelques jours. L'objectif était d'extraire tout effort possible avant de les remplacer. Aux prisonniers, on disait qu'ils allaient prendre une douche. Ils laissaient leurs vêtements et effets personnels, avec la promesse qu'ils pourraient les récupérer. Ce mensonge faisait partie intégrante du système. Une fois dans la chambre à gaz, les portes étaient scellées hermétiquement. Le gaz mettait quelques minutes à agir. On entendait des cris, des coups, de la panique. Personne n'en sortait. Ensuite, des groupes forcés, les Sonderkommando, devaient retirer les corps, couper les cheveux, extraire les dents en or et transporter les restes vers les fours. Ces groupes savaient qu'ils seraient également éliminés, afin qu'aucun témoin ne subsiste. La procédure tuait et effaçait ses propres traces. L'espace du camp était organisé en sections. Aucun groupe ne voyait l'ensemble du processus. Chacun remplissait une tâche fragmentée. Les responsables étaient régulièrement remplacés. Les ordres étaient donnés avec un langage technique. Cette division permettait à beaucoup de prétendre ignorer l'ensemble de ce qui se passait. Pourtant, la manière dont tout était conçu montrait que l'objectif était clair pour tous. Il ne s'agissait pas d'installations improvisées. Elles étaient dotées de voies ferrées internes, de chambres à gaz et de fours à capacité mesurée, avec des détails ajustés pour améliorer l'efficacité. Des tests furent réalisés avec différents gaz, des zones furent redessinées, les routines accélérées. Chaque ajustement visait à augmenter le nombre de morts par jour. Ce modèle fut reproduit en plusieurs lieux. Auschwitz, Treblinka, Sobibor et d'autres camps fonctionnaient selon la même logique. L'isolement géographique et le contrôle local aidaient à maintenir le secret. Des millions de personnes y furent assassinées sans registre ni procès. Un élément clé du fonctionnement était la normalisation. L'exécution de masse était traitée comme une tâche ordinaire. Il y avait des horaires définis, des volumes prévus, des objets à collecter. La gestion transformait chaque crime en données. Chaque groupe arrivant était enregistré. Des listes étaient adressées pour déterminer qui travaillerait et qui mourrait. Ces listes étaient envoyées aux bureaux centraux, où les chiffres s'accumulaient. Les noms étaient remplacés par des quantités. Les individus étaient réduits à des numéros. Le personnel des SS recevait une formation spéciale. On leur enseignait que les Juifs ne faisaient pas partie de la société, mais représentaient un élément à éliminer. Cette déshumanisation était répétée à travers des discours, des publications et des activités quotidiennes. Entre eux, ils utilisaient des expressions vagues. On parlait de traitement, de réinstallation, de gestion. Cela permettait d'éviter l'implication émotionnelle. La consommation d'alcool était encouragée et des avantages étaient offerts à ceux qui maintenaient leur rendement. Dans certains camps, de nouveaux procédés furent testés. Camions hermétiques, gaz différents, voire explosifs. Tous ne furent pas efficaces, mais ils montraient une volonté constante d'optimiser le système. Les victimes étaient forcées d'effectuer des tâches comme décharger les trains, nettoyer les chambres, déplacer les cadavres. Cela ne faisait qu'aggraver leur situation tout en réduisant le nombre d'agents impliqués directement. Chaque zone du camp avait une fonction. Secteur de désinfection, entrepôt d'objets, baraques, fours, bureaux administratifs. Chaque secteur opérait avec un objectif précis. Aucun désordre n'était toléré. L'application de cette doctrine n'acceptait aucune exception. Aucun mérite antérieur, aucune relation personnelle, aucun passé ne protégeait. La logique raciale prévalait dans tous les cas. Il n'y avait pas de nuance. Quand la défaite militaire du régime devint inévitable, le système ne ralentit pas. Des documents furent détruits, des traces dissimulées, mais les exécutions continuèrent. Jusqu'au bout, l'objectif resta l'extermination totale. Ce qui s'est produit ne fut ni un accident, ni une improvisation. Ce fut la réalisation méthodique d'une doctrine qui, dès le départ, avait promis d'éradiquer un groupe entier. Les camps transformèrent cette promesse en action directe, exécutée avec froideur,
ordre et une structure qui fit du crime une tâche quotidienne. Quand détourner le regard fut un choix, ce que l'on a vu est tu en Allemagne. Pendant les années de l'extermination systématique des Juifs, une large partie de la société allemande fut exposée, à divers degrés, à ce qui se passait. Bien que le gouvernement contrôlât strictement les informations officielles, de nombreux citoyens entendirent des récits, remarquèrent des signes ou reçurent des confidences indirectes. Dans bien des cas, le silence fut un choix, destiné à éviter l'inconfort de regarder la réalité en face. Les expulsions et les déplacements de groupes entiers étaient visibles. Les logements restèrent vides après les opérations. On disait qu'il s'agissait de transferts, mais cette explication perdait de sa crédibilité avec le temps. Personne ne revenait, et les lettres cessèrent d'arriver. Des cheminots et des militaires partagèrent leurs commentaires. On parlait de lieux où les gens disparaissaient, de convois sans retour, de bâtiments d'où s'échappait en permanence de la fumée. Ces récits circulaient sans version officielle précise, mais suscitaient de l'inquiétude. Certains prêtaient attention. D'autres choisissaient de ne rien voir. Parler de ces sujets en public comportait des risques. Être trop curieux pouvait coûter cher. Malgré cela, les signes étaient omniprésents. Lettres interrompues, endroits jamais mentionnés dans la presse, photos échappant au contrôle. L'intuition se mêlait à des faits concrets. Dans les villes, les rumeurs se transmettaient à voix basse. Des noms comme Auschwitz ou Treblinka étaient prononcés avec prudence. Bien que beaucoup ignorassent les détails exacts, il était entendu que personne ne revenait de ces lieux. Les conversations étaient brèves et se terminaient souvent par des silences ou des phrases évasives. Les grandes entreprises ne remettaient pas en question l'origine des travailleurs, ni la destination des marchandises. L'aspect économique était prioritaire. Les organisations religieuses, à quelques exceptions près, gardèrent le silence en public. La plupart des structures institutionnelles préférèrent rester en dehors de la question. Dans les villages et les zones reculées, la proximité rendait les choses plus visibles. On voyait passer des trains pleins de personnes, on entendait des cris depuis les wagons, et certains lieux servaient de centre de transit avant les déplacements. Il était difficile de ne pas remarquer ce qui se passait. Certains soldats revenaient avec des photos ou des récits. Lors de réunions privées, ils montraient ces images ou racontaient des scènes troublantes. Pour certains, c'était un avertissement. Pour d'autres, simplement une histoire de plus venus du front. Dans les usines, ceux qui travaillaient près de prisonniers forcés voyaient leur épuisement, entendaient des langues étrangères, constataient la surveillance constante. Il était évident qu'ils n'étaient pas là de leur plein gré. Même si peu avaient une vision complète de la situation, beaucoup en percevaient des fragments. Cette compréhension partielle, mêlée à la peur, produisait une attitude d'évitement. En savoir davantage pouvait entraîner des conséquences. Le silence servait aussi de mécanisme de protection. Les expulsions étaient présentées comme des formalités. Elles étaient annoncées comme des procédures ordonnées, justifiées par des règlements. Cette apparence officielle atténuait l'impact moral. Des expressions comme « réinstallation » ou « opération de sécurité » étaient utilisées pour masquer l'élimination systématique. La propagande soutenait ce récit. Les idées associant les Juifs aux maladies, à la tromperie ou au crime étaient constamment répétées. Cette insistance construisait une image déformée qui rendait plus facile de ne pas réagir. Ainsi, la disparition de personnes n'était pas perçue comme une injustice, mais comme une mesure pour maintenir l'ordre. Dans les zones occupées de l'Est, ceux qui revenaient racontaient des choses troublantes. On parlait de fosses, de coups de feu ou de bâtiments étranges. Certains les évoquaient avec froideur, d'autres avec malaise. Ces récits n'apparaissaient pas dans la presse, mais nourrissaient les soupçons dans différents milieux. Les trains traversaient des villes bien connues. Wagons fermés, surveillance armée, personnes en état visible de détresse. Autant de signes évidents. Ceux qui conduisaient les trains le savaient, tout comme ceux qui voyaient des maisons fermées ou des magasins réattribués sans explication. Il y eut aussi des personnes qui intervinrent. Certaines aidèrent les persécutés ou refusèrent de participer. Mais elles furent peu nombreuses et les sanctions étaient immédiates. Le système était conçu pour supprimer toute tentative d'aide. Dans les écoles et les quartiers, les enfants demandaient des nouvelles de camarades disparus. Les réponses étaient vagues ou reprenaient la version officielle. Cette omission enseignait elle aussi à ne pas poser de questions. Lorsque le pouvoir militaire nazi commença à s'effondrer, on tenta d'effacer toute trace. Des archives furent brûlées,
des documents détruits et des prisonniers forcés d'éliminer les preuves. Certains Allemands assistèrent à ces actions finales sans poser de questions. Lorsque les forces alliées ouvrirent les camps, les images furent impossibles à nier. Photos, enregistrements et témoignages révélèrent ce qu'on avait jusque-là évité de nommer. De nombreux citoyens affirmèrent n'avoir rien su. Ils dirent avoir été mal informés ou incapables d'imaginer un tel niveau de crime. Mais les indices, les récits et les signaux avaient été nombreux. La question n'était pas de savoir s'ils savaient, mais s'ils voulaient savoir. Le déni fit aussi partie du même silence qu'auparavant. Les réponses après le conflit furent variées. Certains nièrent totalement. D'autres minimisèrent les faits. Quelques-uns reconnurent ce qui s'était passé. Mais la majorité choisit de ne pas se retourner. L'extermination ne fut pas seulement le fait de ceux qui l'exécutèrent, mais aussi de ceux qui la permirent par leur inaction. Depuis les premières exclusions jusqu'à la disparition complète, chaque étape suivit un ordre que personne n'interrompit. Les lois marquèrent le début, les transferts remplirent les trains, les camps firent le reste. Tout fut appliqué avec des méthodes précises, sans laisser place au hasard, avec des bureaux scellant les papiers pendant que d'autres surveillaient les quais. Ce qui semblait temporaire devint permanent, et ce qui commença par des mots se concrétisa par des structures conçues pour effacer des millions de personnes sans laisser de traces. Les itinéraires étaient tracés, les noms remplacés par des chiffres, et la mort devint une routine sans susciter de questions. Ceux qui étaient proches virent la réalité en face, ceux qui étaient loin rassemblèrent des fragments, et ceux qui participèrent le firent avec des tâches assignées. Personne n'avait besoin de tout connaître pour comprendre ce qui se passait. Lorsque la fin arriva, il ne resta plus personne pour en témoigner de l'intérieur, mais tout avait été écrit dans la manière dont le système fonctionna dès le premier jour.